Comodes, qui est une société d'information dédiée aux matières premières. Vous pouvez nous retrouver juste là, sur votre gauche. On travaille sur les fondamentaux et sur l'analyse fondamentale. Je suis entourée de 2 gestionnaires de fonds. Je vais essayer d'animer. On a 20 minutes, c'est très court. Il va falloir être très concis et on aura de la chance parce que comme il n'y a pas de débat qui suit juste après, vous pourrez poser quelques questions. Alors, est-ce que je peux vous demander en 2 minutes de vous présenter, 2 minutes pour de vrai. Monsieur Duplessis. Oui, bonjour à tous, merci de votre attention, de votre intérêt pour cette thématique. Donc, je suis Arnaud Duplessis, je travaille chez Amundi, donc, qui est la société de gestion commune du Crédit Agricole et de la Société Générale. Je suis gérant action matières premières et plus particulièrement spécialisé sur le secteur aurifère, enfin sur le secteur des mines d'or. Ça fait moins de 2 minutes, ça va me faire plus de temps. Bonjour à tous. Moi je m'appelle Benjamin Louvet, je suis un des associés fondateurs d'une société de gestion qui s'appelle Prime Finance, qui est une société de gestion qui est spécialisée dans la gestion sur les matières premières. Et nous avons entre autres un fonds sur les métaux précieux et un fonds sur l'or, mais notamment le fonds métaux précieux qui présente un avantage certain. Il existe depuis le début de cette année et c'est le premier fonds en France qui investit directement sur les matières premières, sur les métaux précieux, qui est éligible à l'assurance vie. Jusqu'à maintenant, c'était impossible. On pouvait investir dans son assurance vie sur l'or au travers des actions minières. Là, c'est directement sur la matière première, sur de l'or, sur du platine, sur du palladium et sur de l'argent. Monsieur Duplessis, vous avez 1 minute sur les produits puisqu'il a triché. Nous avons chez Amundi toute une gamme de fonds investis donc, sur des producteurs de matières premières, à la fois je dirais, des fonds globaux qui permettent d'avoir une exposition en une fois, je dirais, sur l'énergie, sur les matières premières industrielles, également sur les métaux précieux. Et pour compléter cette gamme, en fait, nous avons une série de fonds qui sont simplement investis sur chacune de ces thématiques. C'est-à-dire pour des investisseurs qui souhaiteraient avoir qu'une exposition sur les producteurs pétroliers, par exemple, nous avons un fonds sur cette thématique, ou sur les producteurs, enfin, sur les mines de métaux précieux, et nous avons toute une gamme de fonds sur cette thématique. Monsieur Louvet, quel est votre sentiment quant à la tendance sur les métaux précieux? Alors la tendance sur les métaux précieux, pour nous, on va peut-être faire un petit rappel rapide. Les métaux précieux, le plus connu de tous, c'est l'or. L'or, depuis maintenant 12 ans, a fait une performance positive tous les ans, ce qui est assez rare pour être souligné ces derniers temps, avec une performance moyenne de plus de 10% par an depuis le début des années 2000. Donc on a un produit qui s'est déjà très bien comporté. Maintenant, on pourrait être tenté de se dire qu'il est un peu tard et que ce mouvement arrive peut-être à son terme. Ce qu'il faut savoir, c'est que les défis qui restent sur le marché de l'or sont extrêmement importants, notamment au niveau des producteurs. On en parlera peut-être tout à l'heure avec Arnaud Duplessis. Et de l'autre côté, il y a une configuration économique qui est extrêmement favorable et extrêmement porteur pour les métaux précieux d'une façon générale et pour l'or plus en particulier. Pourquoi? Parce qu'on est dans une situation où la dette des États est telle que ces États ont besoin de maintenir des politiques de taux d'intérêt extrêmement faibles. On se retrouve même dans beaucoup de pays avec une configuration de taux d'intérêt réel négatif. Taux d'intérêt réel négatif, ça veut dire que les taux d'intérêt sont moins élevés que le niveau d'inflation. Et ce qu'on constate, c'est qu'historiquement, depuis le début des années 1970, à chaque fois qu'on a connu des taux d'intérêt réels dans le monde, la performance de l'or et de l'argent a été positive. Or, on sait quoi aujourd'hui? On sait que Barack Obama vient d'être réélu. On sait qu'il a comme ambition de conserver Ben Bernanke comme président de la Réserve fédérale américaine, qui est la banque centrale américaine. Et on sait que donc la politique monétaire qui a été menée par Barack Obama depuis 4 ans, a priori, ne va pas changer. Cette politique monétaire, elle consiste à abreuver le marché de liquidités et donc à maintenir des taux d'intérêt très faibles. Ben Bernanke a même été encore plus précis dans les dernières réunions de la Réserve fédérale américaine en disant les taux d'intérêt resteront bas au moins jusqu'à mi-2015. Donc on sait qu'au moins jusqu'à mi-2015, le contexte économique est extrêmement favorable à l'or. À côté de ça, comme je le disais, on a des compagnies minières qui ont de plus en plus de difficultés à produire. La production, malgré la très forte hausse du prix de l'or au cours des 10 dernières années, la production d'or n'a quasiment pas augmenté à travers le monde. Les coûts de production, eux, ont énormément monté, ce qui fait qu'aujourd'hui, on estime qu'en moyenne à travers le monde, le coût d'une once d'or pour un producteur se situe, tout frais compris, aux alentours de 1500 $ l'once. Ce qui veut dire que la rentabilité à un cours actuel de 1730 $ l'once
aux États-Unis sur le cours de l'or reste relativement faible et que donc on a encore un très fort potentiel d'appréciation pour le cours de l'or et pour le parce qu'on ne peut pas bien sûr faire une couverture de change sans avoir un coût minimum. Cet élément-là aussi est fondamental parce qu'il faut bien savoir que traditionnellement l'or ou les matières premières d'une façon générale et le dollar américain évoluent dans un sens inverse pour une raison très simple. La totalité des matières premières sont cotées en dollars aujourd'hui à travers le monde, ce qui fait que quand le dollar monte, le pouvoir d'achat des pays étrangers qui veulent acheter ces matières premières a tendance à diminuer, ce qui fait que leur capacité d'achat diminue et donc le prix des matières premières a tendance à baisser. A l'inverse, quand le dollar baisse, la capacité d'achat des pays importateurs augmente et donc le cours des matières premières d'une façon générale a tendance à s'apprécier. C'est pour ça que nous on a fait le choix de proposer uniquement donc des fonds à liquidité quotidienne, vous rentrez tous les jours, vous sortez tous les jours, qui investissent sur la matière première et pas sur des actions du domaine des matières premières et qui sont couverts contre le risque de change. Un produit simple, vous voulez vous exposer, vous achetez le produit, vous voulez plus vous exposer, vous sortez du produit et dans une enveloppe juridique française, agréée par l'AMF, on a une banque dépositaire qui est la BNP, et qui peut être mis dans toutes les enveloppes d'épargne classique, compte titres et notamment assurance vie également. Monsieur Dupuis, votre stratégie à vous, du coup, vous en avez dit quelques mots déjà en préambule. Alors nous en fait, nous n'avons que des fonds actions et rien que des fonds actions. Alors avantage et inconvénient en matière première. L'inconvénient, on a pu le constater quand même ces dernières années, je mentirais en disant que nous n'avons pas été déçus par les performances des marchés d'actions matières premières par rapport à la matière première dans un contexte financier qui a été extrêmement difficile. Quel avantage peuvent apporter les actions matières premières par rapport à la matière première? C'est potentiellement, je dirais, un effet de levier qui a joué inversement, c'est vrai aujourd'hui, mais donc une société minière offre comme opportunité de pouvoir bénéficier d'un accroissement de ses réserves, en fait, si elle fait des découvertes, peut permettre, je dirais, de tirer profit d'un accroissement de sa production si elle est capable de croître. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, la production des sociétés aurifères globalement a plutôt stagné ces dernières années. Donc à l'intérieur de ce marché, il y a bien entendu des sociétés qui ont vu leur production diminuer. Ça a été le cas en Afrique du Sud notamment, qui était le premier pays producteur d'or il y a encore une dizaine d'années, qui se situe aujourd'hui en 5e position. Et puis, il y a toute la composante un petit peu spéculative que l'on peut observer, dans ces industries par des opérations de rachat, donc des OPA, qui peuvent être tout à fait importantes et significatives. Il y en a eu quand même un certain nombre depuis le début de l'année. Sans même, une poursuite de la production, de la hausse des prix de l'or, quand bien même, les prix de l'or resteraient à un niveau inchangé, aux alentours de 1700 $, en fait, grosso modo aujourd'hui, eh bien, les mines, avec un peu plus de discipline financière, ce qu'on est en train d'observer, pourraient surprendre positivement. Vous voyez les étapes. Votre sentiment sur la tendance de l'or? Alors, moi, je pense effectivement que le marché de l'or est un des grands gagnants de la situation économique et financière que nous vivons aujourd'hui. Je pense que les grandes banques centrales occidentales n'ont pas d'autre solution que de maintenir, leur politique monétaire ultra accommodante pour tenter, de sortir de l'ornière dans laquelle nous sommes tombés. Donc c'est ni plus ni moins finalement de la création. Elles ne font rien de plus que de faire tourner la machine à billets, je dirais un petit peu, pour reprendre cette expression, avec comme conséquence une possible dévaluation monétaire, c'est-à-dire chaque grand pays a tout intérêt à avoir une monnaie relativement faible pour essayer de relancer son économie, et l'or apparaît, je dirais, dans un tel contexte, comme une monnaie alternative. Les mines d'or et l'or sont deux choses différentes. Acheter des mines d'or, ce n'est pas acheter de l'or. Il y a une composante action très importante dans les mines d'or. Je ne dis pas qu'acheter des mines d'or, c'est pas bien. Je dis juste qu'il faut bien comprendre que ce sont deux choses différentes et qu'acheter des mines d'or, ce n'est pas acheter de l'or. On l'a très bien vu effectivement depuis 2 ans, avec une performance des mines d'or bien moins bonne que celle de l'or. Donc c'est fondamental. Si on veut acheter de l'or, il faut acheter un produit qui achète de l'or et pas des minières. Vous avez raison, effectivement, Amundi permet d'investir sur les actions et Prime Finance est sur l'or physique ou les métaux précieux.
Alors j'y viens effectivement, nous dans les produits que nous avons lancés, Prime Finance est spécialisé dans l'intervention directe sur la matière première. Notre credo c'est la matière première, que la matière première, rien que la matière première. Ça veut dire qu'on utilise des mécanismes de réplication qui font que on va, au travers d'un fonds, délivrer la performance d'un métal précieux ou d'un panier de métaux précieux, en fonction de la façon dont est composé le fonds. Cette performance, c'est vraiment la performance de la matière première. Je précise ça parce qu'il faut avoir aussi conscience que la plupart des matières premières dans le monde aujourd'hui sont cotées dans des devises étrangères, essentiellement en dollars américains, et qu'on couvre également dans nos fonds le risque de change de façon à ce que si demain l'or monte de 10%, le portefeuille gagne bon an mal an 10%. Je dis bon an mal an. Aux producteurs de platine, pour les raisons financières que je vous ai évoquées tout à l'heure. Donc le rôle du stock picker, je dirais, dans le secteur minier, est de trouver des sociétés qui réunissent les conditions suivantes. Bon, il faut bien sûr à la base avoir un bon gisement, je dirais, c'est la base même de l'investissement minier, avoir quand même une bonne appréciation du risque géopolitique du pays dans lequel se situe ce gisement, et à partir de là, avoir une équipe minière qui ait les capacités industrielles de développer ce gisement. Vous savez, le métier minier est un métier qui est extrêmement technique et est extrêmement difficile. Je dirais c'est beaucoup plus compliqué que de creuser un simple trou, je dirais, dans le sol. Beaucoup plus complexe que ça. Et il faut bien entendu avoir une structure financière suffisante pour accompagner le développement du projet. Donc ça fait quand même effectivement beaucoup de conditions à réunir. Heureusement, je dirais, il y a un certain nombre de sociétés qui réunissent l'ensemble de ces conditions. Et notre exercice, je dirais, consiste à essayer de repérer le plus en amont possible, évidemment, ces sociétés, et à éviter autant que faire ce qui bénéficient justement d'une stratégie du coup plus indexée sur le cours. Oui, effectivement, enfin, une des très bonnes stratégies que nous avons pu développer ces dernières années a été d'investir dans ce qu'on appelle des sociétés de royalties ou des sociétés de royauté, je dirais en français ou en canadien, c'est comme ça que le disent les Canadiens. Comme je le disais, les sociétés minières nécessitent des capitaux très importants pour se développer. Les banques sont souvent de plus en plus frileuses, je dirais, à financer ce genre de projet, ou en tout cas sans contrepartie, c'est-à-dire sans garantie, très pénalisante pour ces sociétés minières. Elles peuvent aussi, bien entendu, faire appel au marché par augmentation de capital, mais je dirais le marché n'est quand même pas une éponge éternelle, donc c'est quand même difficile. Donc ces sociétés de royauté apportent un financement aux sociétés minières, et en échange, elles acquièrent une partie de la production. Autrement dit, je dirais, ces sociétés de royauté donnent la possibilité, je dirais, de profiter de la hausse des cours de l'or, mais de profiter aussi, je dirais, de la croissance de production et des réserves des sociétés dans lesquelles elles investissent, le cas échéant, et sans être exposées, et ça c'est très important, sans être exposées à cette fameuse inflation des coûts dont on a parlé tout à l'heure. Je dirais, les sociétés de royauté sont parmi les rares qui, sur la période récente, ont à la fois ont enregistré une performance nettement supérieure à celle des mines, mais aussi à celle de l'or. Depuis le début de l'année, certaines d'entre elles ont affiché des hausses de performance de l'ordre de 50%, après déjà une très bonne année l'année dernière. Elles incarnent une bonne diversité. On pourrait peut-être dire... On va pas mettre les questions, donc juste vraiment une seconde, 30 secondes. Il y a sans doute du potentiel de valorisation dans les compagnies minières, même si ce n'est pas mon domaine de prédilection. Mais je pense qu'il y a un vrai intérêt pour vous à comprendre l'intérêt d'avoir des matières premières dans son portefeuille, de l'or au premier chef, mais les autres matières premières également. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de mettre notamment ces matières premières dans vos assurances vie. Ça veut dire quoi? Avoir des matières premières dans son assurance vie, ça veut dire protéger son pouvoir d'achat. Si demain, le litre d'essence que vous mettez dans votre voiture coûte plus cher, si demain la baguette de pain que vous achetez coûte plus cher, si vous avez mis dans votre portefeuille financier des matières premières, vous profiterez sur votre portefeuille financier de la hausse de ces prix. Et donc vous regagnerez sur votre portefeuille financier ce que vous perdrez en allant faire votre plein d'essence ou en allant chez votre boulanger. Donc il y a un vrai sens financier à mettre des matières premières dans son portefeuille financier aujourd'hui. Donc à la fois en action, enfin indexé sur la matière première, à la fois indexé en action, à la fois peut-être sur d'autres matières premières, on peut en parler. Donc une diversification idéale, de toute façon jamais mettre ses œufs dans le même panier, et puis beaucoup d'informations, et je vous recommande le site Comodesk. Est-ce qu'il y a des questions? On va en prendre deux, Maxi. Monsieur.
Oui, c'est une question pour M. Duplessis. À propos des mines, vous disiez que le problème, enfin une des raisons pour lesquelles les mines n'avaient pas suivi le cours de l'or étaient les problèmes locaux, géopolitiques, etc. Mais si on prend par exemple les mines canadiennes, elles n'ont pas non plus décollé du tout. Pourtant, il n'y a aucun risque de ces gens dans ces mines. Alors comment l'expliquez-vous? Alors, merci pour votre question. J'ai dit effectivement que parmi les risques et parmi les raisons pouvant expliquer la contre-performance des mines d'or, il y avait le risque géopolitique. Vous avez raison en fait de signaler qu'il y avait quelques grands pays, comme vous avez cité l'Amérique du Nord, l'Australie par exemple, qui jusqu'à aujourd'hui bénéficient encore d'un certain calme politique, espérons que ça dure effectivement. J'explique en fait de l'autre côté qu'il y a eu ces problématiques de coûts qui ont été très importantes. C'est-à-dire on a vraiment enregistré des inflations de coûts très importantes. Alors comme je disais en début de présentation que j'étais un petit peu plus nuancé, je pense que 1 500 $, j'irais de coûts globaux, c'est-à-dire vraiment prenant en compte tous les coûts, y compris les coûts administratifs, les amortissements, les investissements, etc. On a une estimation qui est un petit peu plus faible, mais qui est quand même assez élevée, parce que qui se situe plutôt aux alentours de 1 300 $ à peu près par once. Donc vous voyez finalement que la marge de manœuvre est quand même pas très importante. C'est vrai qu'il y a un coussin de sécurité par rapport à notre estimation qui est de l'ordre de 400 $. C'est bien, mais on a vu l'or en dessous de 1 300 $ il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous rappelle qu'on est au-dessus de 2000 depuis simplement 3 ou 4 ans, pas beaucoup plus. Alors effectivement, tant qu'on est au-dessus, je dirais, on a une espèce d'effet de levier qui peut être assez important. Dès qu'on s'en approche, ça peut être plus difficile. J'ai parlé également des coûts d'investissement qui sont tels, je dirais, que les compagnies... Ah, ça y est, c'est fini. Je veux dire que c'est fini. Donc je vais essayer de terminer. Les coûts d'investissement sont tellement importants que certains grands projets ont été aujourd'hui et récemment remis en question par les sociétés minières. Vous ne pouvez pas vous permettre d'investir 5 milliards de $, je dirais, sur des grands projets qui ne vont pas démarrer, je dirais, avant peut-être 6 ou 7 ans, sans vous assurer d'une profitabilité suffisante. Mais je dirais, à travers ce spectre de coûts, il y a des sociétés qui ont même des coûts de production qui sont même supérieurs au prix de l'or aujourd'hui. Je dirais, plus elles produisent, plus elles perdent de l'argent. Et il y a des sociétés de l'autre côté qui arrivent même, je dirais, à des coûts qui sont nuls, voire négatifs, par la présence d'autres produits minéraux dans leur gisement minier. Oui, j'ajouterais qu'en réalité, si on veut comprendre pourquoi même dans les pays comme le Canada, ça s'est mal passé, un chiffre, entre le début des années 2000 et aujourd'hui, la teneur en minerais en moyenne dans les mines dans le monde a baissé de 22%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour obtenir la même quantité d'or qu'il y a 10 ans, il faut traiter beaucoup plus de minerais, et donc il faut beaucoup plus de main d'œuvre, et il faut beaucoup plus d'énergie. Il ne vous aura pas échappé que le coût de l'énergie s'est envolé depuis 10 ans, et que parallèlement à cela, vous avez également des coûts de main d'œuvre qui se sont envolés. Pour prendre l'exemple de l'Afrique du Sud, en Afrique du Sud, les coûts de main d'œuvre sur les 5 dernières années ont augmenté de 75%. Donc tous ces coûts qui s'additionnent font qu'aujourd'hui, produire une once d'or est beaucoup plus cher, même au Canada où la situation politique est plus stable. À tout ça s'ajoute, et c'est ça qui fait peut-être la différence entre l'estimation d'Amundi et notre estimation, à ça s'ajoute aux 1 300 $ dont parlait Arnaud Duplessis, s'ajoutent les taxes. Il faut savoir que les taxes à travers le monde aujourd'hui sur une once d'or se sont envolées au cours des dernières années. Il y a 6 ans, les taxes pour une once d'or en moyenne dans le monde, c'était inférieur à 20 $. Aujourd'hui, c'est 200 $ par once en moyenne.